gens la connaissent, mais à chaque nouvelle conférence, on se rend compte qu'il y a des nouvelles personnes qui s'inscrivent. Et vous avez vu lors du moment d'inscription, je demande systématiquement ce que vous faites et dans quelle institution vous êtes. Le pari de l'association, c'est de pouvoir proposer de la pensée, mais une certaine pensée autour de la thérapie institutionnelle et de la pédagogie institutionnelle et tout ce que ça sous-tend, et puis une certaine manière de voir le sujet. Le sujet est un individu qui est dans une dynamique de pensée, qui a un inconscient, même si ça ne se voit pas sur un scanner, on peut l'entendre des fois. Et donc cette idée d'historicité du sujet, pour nous, elle est fondamentale. Alors, je reviens juste sur l'association. Elle a pour objectif deux directions. En direction des jeunes, où on déploie la pédagogie institutionnelle à la fois dans les différents lieux, dans les différents lycées, collèges, classes prépa, etc. Donc ça, c'est l'essaimage. Et ce qu'on nous a dit récemment, c'est qu'on n'a pas attendu d'avoir un lycée pour pouvoir essaimer à partir de ce lycée. On a déjà essaimé et on est prêt pour ouvrir le lycée. Le lycée va ouvrir, voilà, je vous le dis. On a réussi, on a le feu vert du recteur. Le recteur a dit oui. Et maintenant, les négociations commencent. Donc, en principe, on ouvre le 11 mars. C'est considérable. Bref, donc il nous reste un petit peu de temps quand même on ne lâche pas sur la deuxième partie de nos activités en direction d'un territoire et en direction des professionnels. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. L'association s'appelle Coopérer pour l'autre. L'autre institution, l'autre de l'institution, les différents autres à l'intérieur des institutions, tout ce que ça comprend, c'est toujours simple, c'est l'intérieur des institutions. Voilà, en tout cas, la question de l'altérité, on voit aujourd'hui, elle est fondamentalement complexe. L'autre qu'on aime trop, il faudra absolument le ressembler, être le même. L'autre qu'on déteste et dont on dit, on projette sur lui des tas de choses. Voilà, je ne vais pas rentrer sur le détail de ce qui se passe en ce moment dans l'éducation nationale. Mais tout ça est extrêmement complexe, extrêmement aussi déployé dans une caisse de résonance dont le terreau a été largement préparé par une certaine pensée, je vous ai dit néolibérale, mais je vais m'arrêter là sur l'implication avec le politique. Aujourd'hui, nous sommes absolument ravis d'accueillir François Marty et quelques autres, je l'ai marqué, et quelques autres, pour cette journée autour de la pensée de François Marty. Alors, pour la petite histoire, François, ça fait quelques temps que j'essaye de vous faire revenir en Touraine. Un défi, avec la persévérance et puis la ténacité, et puis la volonté de tout le monde aussi de soutenir ces projets-là. Je ne suis pas toute seule. Toute l'équipe de l'ASSO est là et les conférenciers qui nous font confiance aussi. Ça, c'est extrêmement important. Bien, on arrive à monter des choses et ça, je vous remercie déjà d'être tous là. Initiative portée là par, je veux absolument saluer aujourd'hui Elisabeth Gontier, qui a eu, et qui va le dire par elle-même, mais qui, je veux vraiment le dire, qui a eu une initiative qui m'a touchée, c'est probablement, mais plus que ça, touchée, du côté de son envie je vais lui laisser la parole autour de ça, de son envie de rassembler autour de la pensée de François Marty. Et ça, c'est un très très bel acte en termes aussi de transmission et d'autoriser ça aussi de votre part. Donc on est toujours deux et quelques autres dans les relations. Je vais m'arrêter là. On a, vous l'avez compris, un timing très serré. On est juste 3 minutes en retard, donc tout va bien. Je vais pouvoir me détendre et me remettre de quelques insomnies nocturnes. Voilà, je vous laisse la parole. Merci à vous. Ah, c'est celui-là, d'accord.
Voilà, eh bien écoutez, j'ai effectivement le plaisir de vous accueillir en commençant par remercier Anne-Virginie Brotons et l'association Coopérer pour l'autre lycée qui ont déployé un intense travail pour nous recevoir. Nous sommes réunis grâce à l'intérêt, elle le disait elle-même, que Madame Brotons a manifesté pour l'ouvrage Humanité, dont notre colloque illustre une partie de la thématique. Voilà. La thématique, effectivement, se déploie sur 2 tomes, et là, pour notre colloque, c'est une partie de la thématique, à savoir comment la pensée du professeur François Marty s'est fondée sur l'étude du pathologique pour éclairer quelques aspects de ce qui nous permet de devenir humains au cours de notre développement. Donc, je remercie également le professeur François Marty et les 4 conférenciers, membres de son séminaire, co-auteurs de l'ouvrage. Ils nous honorent de leur présence matinale après avoir quitté Paris ou Angers aux aurores, comme vous pouvez l'imaginer. Merci enfin aux responsables du lycée Descartes qui nous offrent l'hospitalité, ainsi qu'à la librairie La Boîte à Livres qui nous permet de diffuser Humanité et nous donne également accès à un large éventail des travaux du professeur François Marty et des conférenciers que vous pourrez trouver tout à l'heure à la pause à partir de 10h si vous êtes intéressés. 10h, est-ce que c'est 10h? C'est 10h40, 10h40, attention, hein, attention. Je suis surveillée. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Bien. Nous pouvons nous représenter l'école comme une institution qui aide l'adolescent à construire son rapport à soi-même et au monde. L'école s'appuie sur la transmission pour soutenir le développement de la réflexivité. Avec la réflexivité et la transmission, nous rencontrons d'emblée des concepts essentiels dans la pensée de François Marty et autour desquels s'articulent les thématiques de notre ouvrage Humanité. Et je me propose donc de les introduire ici brièvement. La réflexivité tout d'abord. L'association Coopérer pour l'autre lycée a mis l'année dernière au programme de son cycle de conférences la thématique de l'infantile en soi, qui est un élément essentiel de la réflexivité. Pour percevoir l'infantile en soi, il faut déjà ne plus être un enfant, mais être un adolescent qui fait un retour réflexif sur lui-même dans l'après-coup de la puberté, en prenant conscience du jamais plus. C'est parce qu'il est engagé de manière irréversible dans la voie du devenir adulte, parce qu'il a définitivement perdu son corps d'enfant, que l'adolescent se demande qui il est en se regardant dans le miroir. Il se trouve obligé de produire un travail psychique pour intégrer la représentation des transformations pubertaires, pour les faire siennes. Anthony Braud nous en dira un peu plus à partir de l'exemple de la mue vocale. Un point essentiel à retenir, c'est que la puberté et son versant psychique, que nous appelons le pubertaire, font entrer l'adolescent dans le temps. Nous entendrons à ce propos Emmanuel Boé, dont les travaux ont mis en lien la phobie scolaire et le refus de la temporalité. En mettant l'adolescent en position de passivité face aux changements qu'il subit, la puberté et le pubertaire l'obligent à renoncer à la toute-puissance infantile, à renoncer au fantasme infantile d'invulnérabilité et d'immortalité. L'adolescence, c'est aussi la période où nous perdons notre innocence d'enfant. La tendresse aveugle que l'enfant éprouvait pour ses parents se trouve brouillée chez l'adolescent par l'éveil de ses désirs et par la révolte propre à cet âge, générant des tensions avec les parents, avec l'école ou avec la société. Le risque, c'est d'en arriver à la rupture. Nous verrons avec Delphine Bonichon que penser le décrochage à l'adolescence, c'est aussi essayer de concevoir la possibilité d'un raccrochage. C'est ici que Sébastien Chapelon nous montrera l'importance du rôle des parents et de l'institution, car, je le cite, « un adolescent tout seul, ça n'existe pas ». Transmission maintenant, je disais réflexivité et transmission. Transmission. Avec les parents et l'institution, nous abordons donc cette thématique de la transmission qui est centrale, une autre thématique centrale dans la pensée de François Marty.
Nous allons la retrouver dans sa conférence qui s'intitule « Recevoir, s'approprier, transmettre ». Je voudrais tout d'abord souligner que cette démarche en 3 temps, recevoir, s'approprier, transmettre, est emblématique de la façon dont l'ouvrage Humanité s'est construit. L'idée de départ était en effet de réaliser, à l'occasion de l'éméritat du professeur François Marty, ce que la vieille tradition universitaire appelle un mélange. Un mélange est un ouvrage composé d'articles réunis et dédiés à un maître par ses amis, ses collaborateurs, ses disciples, en hommage à ce maître et portant sur la discipline sur laquelle il s'est distingué, dans laquelle il s'est distingué. C'est ainsi qu'au fil des différents chapitres, 19 membres de son séminaire ont repris les principales notions dont il a traité dans sa production scientifique et qu'il expose lui-même de façon synthétique dans une section de notre ouvrage. Chaque chapitre met ainsi en lumière le destin de l'une ou l'autre de ces notions, montre comment nous nous les sommes appropriées et comment nous les avons mises à l'épreuve à travers notre pratique clinique. Ce livre synthétise ce que nous avons à en transmettre. Mais recevoir, s'approprier, transmettre fait aussi penser à une citation de Goethe, plusieurs fois reprise par Freud. « Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour le posséder. » Pourquoi donc recevoir n'est-il pas suffisant? Pourquoi la démarche d'appropriation est-elle nécessaire? C'est que transmettre n'est pas transvaser. Comme le souligne l'anthropologue Pierre Legendre, ce qu'on transmet n'est pas un contenu, mais une référence à celui dont on a hérité. La transmission, dit-il, consiste dans l'acte de transmettre, non pas tant léguer des biens qu'instituer un héritier. Cela nous éclaire sur ce que Freud désigne comme des métiers presque impossibles, parmi lesquels il range enseigner. À cet égard, l'exemple du verbe « apprendre » est tout à fait significatif. En effet, je peux dire « le maître apprend quelque chose à l'élève », mais je peux dire également « l'élève apprend quelque chose ». Dans la première phrase, l'élève est passif. Dans la deuxième, au contraire, il est celui qui agit par lui-même. Pour qu'il y ait transmission, l'élève doit donc devenir le sujet de l'action dont il est l'objet. Et cet aboutissement ne dépend pas du maître. C'est en cela qu'enseigner est un métier impossible. Recevoir une culture, c'est ainsi recevoir un don d'humanité, mais c'est être passif. Se l'approprier, c'est devenir soi-même. C'est ressembler à nos pères qui ont fondé cette culture sans être leur photocopie. C'est exister en tant que sujet, comme nos pères existent en tant que sujet. À cet égard, nous pouvons dire que l'appropriation suppose, du côté des pères ou des enseignants, une perte dans la transmission. Elle suppose que le maître renonce au discours du maître, se dessaisisse de toute position de pouvoir. Du côté des fils ou des élèves, l'étape de l'appropriation est indispensable, car elle permet l'individuation et la séparation. S'approprier, c'est creuser l'écart où s'épanouit l'altérité, et ainsi acquérir la capacité de transmettre à son tour. Recevoir, s'approprier, transmettre, ce n'est pas une simple succession chronologique, c'est aussi une nécessité logique. Il faut recevoir pour s'approprier, et il faut s'approprier pour transmettre. En conclusion, nous pouvons donc dire qu'Humanité est un livre de transmission. Et je tiens à le souligner, ce que le professeur François Marty nous a transmis, au-delà de la possibilité d'acquérir une partie de son savoir théorico-clinique, c'est la possibilité d'être des auteurs, c'est-à-dire d'accroître en quelque façon la vie. Au nom de tous les auteurs qui ont contribué à Humanité, qu'il en soit remercié. Bien, merci beaucoup Elisabeth pour cette belle introduction. Je crois que vous avez à peu près tout dit, donc pour moi la tâche va être de répéter un petit peu ce que vous avez commencé à poser. Je voudrais d'abord remercier évidemment très chaleureusement Anne-Virginie Broutons pour l'organisation passionnée et tenace de cette journée,
qui a été ajourné dans des circonstances indépendantes de notre volonté, mais qui finalement a bien lieu aujourd'hui. Et donc merci beaucoup, parce que je sais ce que c'est d'organiser un colloque, je sais ce que c'est d'organiser un colloque qui a été annulé, c'est encore plus terrible. Donc merci Anne-Virginie, merci à l'association Coopérer pour l'autre. Alors ça mérite un petit temps d'arrêt, parce que l'association c'est Coopérer pour l'autre, point, lycée. Alors on pourrait lire Coopérer pour l'autre lycée, ce qui pourrait être aussi une lecture, parce que c'est, je crois, dans le projet associatif, c'est-à-dire d'imaginer une autre façon peut-être d'enseigner, une autre façon de poser le rapport à l'élève et de l'élève au savoir. Mais ça met l'accent sur l'autre, l'altérité, la différence et l'altérité. Ça, c'est un point qui va nous aider à penser ensemble pendant cette journée. Donc, je remercie aussi beaucoup tous les membres de l'association qui, je sais aussi, se sont dévoués pour organiser cette journée, et puis surtout qui se dévouent pour un projet associatif qui mérite vraiment d'être encouragé et d'être soutenu, ce que je fais bien volontiers. Donc merci encore à Elisabeth pour tout son travail autour de ces 2 tomes d'ouvrages que vous allez acquérir très très vite, parce que ça va s'épuiser. Sur Humanité, la banalité du mal pour le premier tome, et puis ou le devenir humain pour le premier tome, et la banalité du mal pour le deuxième. Elisabeth a déployé aussi, comme Anne-Virginie, une énergie folle pour venir à bout de ce projet. Réunir 19 personnes, c'est colossal. Même si ce sont des brillants sujets pour la plupart. En tout cas, tous ceux qui sont ici, parmi les 19, sont vraiment les meilleurs, il n'y a pas de doute. Et pour un résultat qui est étonnant, quoi, qui est vraiment très, très, très pertinent. Alors, je suis très touché, évidemment, parce que ça tourne autour de mes propositions, disons, de travail, et c'est issu comme le disait tout à l'heure Elisabeth, de cette journée d'éméritat. Alors l'éméritat, c'est un mot poli pour dire qu'on vous met à la retraite à l'université. Alors on vous dit, vous êtes émérite. Donc on sort de là agrandi, mais on est mis dehors quand même. Bon, donc, voilà. Donc l'éméritat, c'était une journée très, très, très dense, très, très agréable, où il y a eu beaucoup de témoignages comme ça d'étudiants, d'élèves, de collègues, qui sont venus dire tout le mal qu'ils pensaient de moi, et on a essayé de tirer quelques éléments pour faire cet ouvrage qui rassemble quand même une pensée, je dirais, rayonnante. Alors, c'est pas ma pensée, mais il y a un rayonnement qui se trouve dans la façon dont chacun a entendu quelque chose de ce que j'ai dit et l'a repris à son compte, soit dans sa thèse, soit dans ses travaux. Et puis après, l'idéal, moi c'est ce que j'ai souvent dit à mes étudiants en thèse, c'est d'en finir avec le maître, de le tuer. Il faut que ça se termine comme ça. C'est la meilleure façon que ça puisse se terminer, c'est de tuer le maître. Parce que si on tue le maître, si on tue le père, on s'affranchit de cette dépendance, de cette tutelle, et on peut voler de ses propres ailes. Alors j'ajoutais toujours quand même, le tuer symboliquement. On ne sait jamais, hein, ça peut mal tourner des fois. Bon, voilà. Donc un grand merci aussi aux intervenants qui sont venus là aujourd'hui. Je le donne dans le désordre, Anthony Brault, je ne vais pas dévoiler tout le contenu de son intervention, Delphine Bonichon, Emmanuel Boué, je ne sais plus où elle est. Ah oui, elle est cachée par le pupitre pour moi. Et puis donc Sébastien Chaplon qui sera à distance parce qu'il est guyanais, donc le TGV n'est pas encore établi entre la Guyane et Tours, donc il fera ça
par visio. Et je vous remercie chaleureusement aussi d'être là, toutes et tous, pour cette journée. Je vous remercie d'avoir accepté de passer un peu de votre temps précieux pour venir écouter, témoigner, transmettre aujourd'hui pour cette belle journée. Alors, Tours a occupé une place particulière dans mon parcours, parce que ça a été mon premier poste universitaire. Et je suis arrivé à Tours, donc fraîchement nommé maître de conférence, et je me suis retrouvé assez vite isolé au sein de l'université pour défendre une perspective qui n'était pas la tasse de thé de mes collègues universitaires, puisque pour l'essentiel, c'était, on dirait aujourd'hui, ce sont des cognitivistes. C'est très bien, il en faut, mais quand il y a une hégémonie et aussi une haine de l'autre, c'est-à-dire une haine de la différence, une impossibilité d'accepter la pensée de l'autre et de pouvoir dialoguer avec cette pensée, y compris et surtout sur le plan scientifique, parce que c'est ça quand même l'université. L'université, c'est la diversité des points de vue. Bon, là, ici, non, ce n'était pas le cas. Donc j'ai survécu pendant 5 ans et je remercie mes collègues adversaires qui avaient la haine de la psychanalyse. Je les remercie parce que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à développer mes pensées, ça m'a obligé à me construire d'une façon positive pour trouver mon chemin, et ça m'a permis aussi de rencontrer un nombre incroyable de collègues du terrain, des enseignants, des psys, des infirmiers, des infirmières, incroyable. On a organisé ensemble des colloques, Geneviève Bréchon qui est là, qui en témoignait aussi, des colloques qui avaient un grand succès comme vous organisez aujourd'hui, parce qu'il y a un appétit, de penser ensemble, hein, de confronter des idées, d'avoir un espace de rêverie et de ne pas être matraqué par une pensée unique. Voilà. Donc ça, voilà, Tours, ça a été ça. Et j'ai donc rencontré des gens formidables, avec des associations comme la FAT, Jean-Yves Le Fourne, Evelyne Rebaud, et autour et avec Régine Selle, qui est venue, que peut-être certains d'entre vous ont connu, qui a enseigné avec moi ici. Alors, la transmission, c'est vrai que c'est un fil rouge. C'est un fil rouge extrêmement important. Alors, bien sûr, dans la perspective d'un lycée, d'un lycée autre, dans la perspective aussi de ce que nous appelons la transmission psychique, c'est-à-dire cette énigme, comment comprendre que des choses se transmettent d'une génération à l'autre, comment ça se passe, par où ça passe, ou parfois par où ça ne passe pas. Donc cette transmission, c'est vraiment un fil rouge pour notre journée, mais d'une façon beaucoup plus générale pour comprendre les mécanismes de la vie psychique. Alors, Elisabeth a commencé vraiment à brosser le tableau autour de ce triptyque recevoir, s'approprier, transmettre, que j'ai retenu comme intitulé de mon éméritat et que j'ai repris pour aujourd'hui, parce qu'il me semble qu'il y a dans ce triptyque quelque chose de très important dont Elisabeth a déjà parlé et sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui consiste à envisager les différentes postures du sujet, à la fois dans une nécessaire passivité pour recevoir et en même temps une nécessaire activité pour s'approprier et transmettre. Si on prend dans cette perspective-là la problématique adolescente, eh bien, on voit que l'adolescent est un sujet idéal pour à la fois trouver des ressources dans la capacité à être passif, mais c'est la chose la plus difficile qui soit pour un adolescent, et à la fois dans cette capacité à être actif, ce qui est très souvent
seulement un mode de défense pour lutter contre des éprouvés qui l'assaillent de l'intérieur et qui l'attribuent à l'extérieur. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que l'adolescence, c'est le moment par excellence de la création de soi. C'est une renaissance, comme on dit, hein, une renaissance. On est à nouveau, mais on est à soi-même. Alors que dans la naissance, proprement dite, on peut douter de cette capacité réflexive et autoréflexive dont parlait Elisabeth pour se penser comme sujet naissant. Alors que précisément au moment de l'adolescence, c'est le cas. C'est le cas, c'est-à-dire que l'adolescent se pense ou cherche à se penser comme sujet, ou en tout cas, c'est ce qu'il devrait faire pour devenir humain, pour devenir adulte, pour s'accomplir en tant que sujet. Le problème, c'est que c'est pour ça aussi que l'intitulé du colloque, du pathologique au normal, enfin bien que le terme de normal, je pense qu'il aurait fallu peut-être le traiter autrement ou mettre 18 guillemets, même pathologique aussi finalement. C'est pour ça que ce titre est intéressant, parce que ça nous montre que l'adolescent est justement dans un équilibre précaire, fragile, entre ce normal et ce pathologique. Et que toute la difficulté, justement, c'est de ne pas sombrer dans un excès de pathologie ou un excès de normalité, mais de cheminer, de naviguer entre ces deux eaux. Donc il y a un gros mot qu'il faut placer assez vite dans toute cette histoire, c'est celui de subjectivation. C'est-à-dire, la subjectivation, c'est un mot un peu lourd, qui n'est pas initialement un mot psychanalytique. Je crois que le premier qui a utilisé le terme, c'est Foucault. Mais c'est pour dire, nous on le reprend au niveau psychanalytique, dans le sens de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un sujet peut se penser comme tel. Donc c'est tout le travail de la réflexivité. Mais la réflexivité d'un sujet qui se pense comme sujet, et qui se pense comme sujet dans une relation à un autre. Voilà. Il n'y a pas de sujet sans autre. Il n'y a pas de sujet, de subjectivation sans altérité. Or, l'adolescence a ceci de compliqué qu'elle constitue un moment de très grande fragilité sur le plan narcissique. Parce que l'adolescence, c'est par le biais, je dirais, du versant pubertaire, c'est-à-dire du versant somatique et psychique à la fois, attaque les assises narcissiques de l'enfant. La puberté détruit l'enfant, détruit les bases sur lesquelles l'enfant s'est construit. Parce qu'il y a un afflux d'excitation qui vient du corps, avec tout le développement hormonal, toutes les transformations somatiques liées à la puberté, qui donnent le sentiment d'une étrangeté par rapport à soi-même. On peut reprendre, comme l'a fait Annie Biro, et comme beaucoup d'autres l'ont fait aussi avec elle, on peut reprendre la nouvelle de Kafka, où on voit le héros Grégor qui se retrouve transformé en cafard sur son lit et qui ne sait plus comment faire avec toutes ses pattes qui s'agitent partout, et qui développe un sentiment quasi paranoïaque à l'idée que les autres vont le découvrir dans cette transformation monstrueuse et vont avoir envie de s'en débarrasser, de le tuer, parce qu'on ne supporte pas qu'il soit devenu comme ça. Alors je ne dis pas que l'adolescent est un cafard, je ne dis pas que les autres, c'est-à-dire en premier ses parents, ont envie de le tuer, mais il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que je le dise quand même. C'est-à-dire qu'il y a une monstruosité vécue comme telle. En réalité, il n'y a rien de monstrueux, mais c'est vécu comme ça par l'adolescent, dans cette transformation
disharmonieuse, qui fait que l'adolescent projette aussi ce sentiment de monstruosité sur les objets externes, avec la peur que ces objets externes ne réagissent contre lui et veuillent le détruire. C'est disharmonieux parce que la puberté fait que, par exemple, les bras se développent avant les jambes, il n'y a jamais d'harmonie au niveau de la symétrie du corps. C'est vrai au niveau des seins pour les filles, mais c'est vrai à tout un tas d'autres niveaux pour les garçons et pour les filles. C'est vrai que, par exemple, la pilosité est désordonnée, mais quand elle se manifeste, elle vient à peu près au moment où, pour les garçons, et là peut-être Anthony prendra le relais cet après-midi, elle vient à peu près au moment, pour les garçons, où les testicules se mettent en place. C'est-à-dire la voix tombe, la voix devient grave, au moment où les poils pubiens arrivent. Et donc, ça fait beaucoup à supporter en même temps. Alors, il y a ce côté un peu angélique, mythique. L'angélisme de l'enfance est mythique, parce que l'enfance, c'est pas une période si tranquille que ça. Elle est aussi elle-même un peu remuée, mais on reconstruit l'enfance un peu sur le versant d'un mythe et de l'innocence. Et là, c'est complètement défait par la survenue de la puberté qui détruit cet équilibre et qui menace vraiment gravement les bases narcissiques de l'enfant qui devient pubère. Et donc cette fragilité narcissique l'oblige, l'adolescent, à se défendre, à mettre en place des défenses pour lutter contre ce sentiment angoissant de destruction de soi ou de changement tel que l'adolescent ne se reconnaît plus lui-même. Il ne se reconnaît plus dans son rapport à lui-même. Alors on le retrouve dans des tas de pathologies, au niveau de l'anorexie, il y a un sentiment d'étrangeté aussi, où une adolescente gravement anorexique peut ne pas voir son anorexie quand elle se regarde dans le miroir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de déni du corps, alors là du corps anorexique, mais déni du corps adolescent aussi. C'est-à-dire c'est tellement insupportable de voir cette transformation et la violence de cette transformation qu'il faut mettre en place tout un tas de mécanismes de défense pour lutter contre l'angoisse de dépersonnalisation. Alors, j'insiste là-dessus parce que ça nourrit notre réflexion quand on transpose ce schéma, disons, dans le champ des apprentissages. Parce que tout ce qui vient du monde extérieur est vécu comme menaçant par l'adolescent. Évidemment, en premier, tout ce qui peut venir des parents. Alors, je ne décris pas un monde horrible où les parents sont des monstres vécus comme tels par l'adolescent. Il y a des tas de circonstances, heureusement, où ça ne se passe pas si mal. Je me souviens d'une conférence que je faisais quand j'étais très jeune, et des parents qui étaient venus me voir à la fin me disant « Mais nous, ça se passe bien, est-ce que c'est grave ?» Non, c'est pas grave. Bon. Mais disons que si on prend l'exemple de la pathologie nous intéresse parce que c'est un grossissement de la normalité. C'est une loupe terrible qui nous donne à voir des choses qu'on ne peut pas voir quand ça va bien. Oui, c'est comme les maladies. Quand on n'est pas malade, on n'a pas conscience de son fonctionnement. Mais si on a mal au foie, si on a mal au rein, si on a mal au cœur, on découvre qu'on a un cœur, qu'on a un foie, qu'on a des reins, etc. Donc la pathologie, c'est ça. Ça met en avant des modalités du fonctionnement qu'on ne voit pas quand ça roule. Et donc, dans ces moments très vifs, très forts de la puberté rayonnante d'agressivité, de violence, eh bien, ce qui vient de l'extérieur est vécu comme menaçant.
Et le corps pubère lui-même est vécu comme menaçant et comme un corps étranger à soi-même, un corps qui peut menacer l'équilibre psychique de l'adolescent. Et donc, quand les parents ou les éducateurs, les enseignants donnent quelque chose à l'adolescent, parce qu'ils veulent son bien, eh bien, ce mouvement de don est vécu comme une attaque ou comme une menace pas de persécution, mais d'intrusion, de colonisation. Voilà, l'adolescent se blinde, il se protège contre la menace d'être colonisé par l'autre. Et donc, il rejette ce qui vient de l'autre. Alors, c'est pas très facile quand on est enseignant et qu'on a en face de soi quelqu'un qui rejette ce qu'on veut lui donner, alors que ce qu'on veut lui donner, on a le sentiment que ça peut que lui faire du bien. Eh bien non, souvent, enfin en tout cas quand ça se passe mal, ce qui se passe mal, c'est ce mouvement de rejet de la parole de l'autre qui est vécu comme une attaque. Et on voit que comment est-ce qu'on peut recevoir dans ces conditions ? On ne peut pas recevoir, parce qu'on refuse, on est sur un registre de refus. On ne peut pas recevoir tant qu'il n'y a pas un minimum de tolérance en soi d'une certaine forme de passivité. Mais comment est-ce qu'on peut être passif quand on est autant attaqué ? Vous voyez, si vous avez une armée qui vous attaque et vous dites « Non, il faut vraiment que je sois zen, là, que je me détende. » Mais non, ce n'est pas le moment, il faut se défendre. Il faut se défendre parce qu'on est attaqué. Ben, l'adolescent, il vit un peu sur ce mode-là. Il vit un peu comme dans le désert des Tartares, dans son fort, en attendant l'ennemi qui va arriver. Il est sur le mode défensif. Et cette défense l'empêche de recevoir. C'est clair. Et donc toute la question, tout l'enjeu, ça va être de pouvoir tolérer une certaine forme de passivité pour pouvoir être pénétré par la parole de l'autre. Alors le mot de pénétration, il est équivoque évidemment, mais à dessein. C'est-à-dire que c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que la parole de l'autre peut être vécue comme un viol, alors que ça peut être aussi une modalité d'échange. Eh bien, pour en arriver là, évidemment, il y a tout un travail qui doit se faire normalement dans le développement de l'enfant, en particulier autour de la latence, autour de ce moment où justement la conflictualité est un peu mise à distance, un peu suspendue pour défendre la construction du moi, et pour donner justement la possibilité d'investir la culture et les objets culturels, comme dirait Annie Biraud. Et si cette latence est tranquille, eh bien, l'adolescence sera moins torturée, moins difficile. Si la latence est agitée, c'est-à-dire si ce temps de pause, de pacification de la vie pulsionnelle n'a pas pu se faire, eh bien là, l'adolescence va être difficile, parce que les bases vont manquer. Les bases sur lesquelles l'enfant s'est construit vont manquer à l'adolescent pour pouvoir justement tolérer de recevoir de l'autre ce qui n'est pas en lui. Donc on voit là que la position de l'autre est très importante. On voit qu'il n'y a pas de construction de soi sans intervention de l'autre. Ça, c'est pas possible. Et donc, la position de l'autre, la qualité de la position de l'autre, va faire la différence. C'est-à-dire un enseignant qui a perçu le mal-être d'un adolescent, qui a perçu la nécessité pour lui de se protéger de ce risque d'être envahi par l'autre, va s'y prendre autrement que si cet enseignant ou cette enseignante est pris par son idéal de transmettre à tout prix. Parce que ça, on court l'échec et on court la déception. Donc c'est compliqué, c'est vrai pour les thérapeutes aussi. Quand on veut trop aider l'autre, on échoue. Parce que son désir passe avant celui de l'autre, et l'autre perçoit ce désir en trop. Donc il faut rester un peu en deçà
pour laisser la possibilité à cet autre, justement, de s'approprier le savoir. Parce qu'il y a un moment où il faut en effet pouvoir être actif, pouvoir aller vers le savoir pour le faire sien. Et ça passe souvent par la déconstruction, ça passe souvent par la destruction même. Le langage, par exemple, le langage des adolescents, c'est d'abord défaire le langage de l'adulte pour construire un néolangage auquel, en général, les adultes ne comprennent pas grand-chose. Il vaudrait mieux qu'ils ne comprennent rien. Alors s'ils commencent à comprendre, c'est foutu, il faut trouver autre chose pour les mettre à distance. Donc c'est ce qu'on voit aussi dans la musique. La musique adolescente, c'est une musique qu'un adulte normalement constitué ne devrait pas qualifier de musique. Il devrait trouver ça du bruit, du chaos, enfin des choses bizarres, mais pas de la musique. Mais si un parent se met à se trémousser sur une musique adolescente, c'est raté, parce que ce que cherche l'adolescent à ce moment-là, c'est très clair, c'est mettre les vieux à distance. Et les mettre à distance parce qu'ils représentent une menace de la réalisation de l'inceste. Alors, quand la maman s'approche de son grand dadé de garçon et veut le prendre dans ses bras, oui, c'est pas interdit, bien sûr que non. Mais attention. Enfin, attention chez cet adolescent qui voit ça comme un rapprochement insupportable. Bon, je ne fais pas de dessin, vous avez des modèles réduits à la maison. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je ne sais plus où j'étais parti, moi, avec tout ce détour-là. C'est la déconstruction de l'ordre établi. C'est pour ça que les adolescents sont souvent des révolutionnaires, parce qu'ils contestent l'ordre établi pour pouvoir faire un monde à l'image de ce qui se passe en eux. C'est-à-dire où tout est déconstruit, où tout se construit. Et donc il y a ce temps-là de destruction avant le temps de la reconstruction, de la réappropriation, avant d'entrer dans les clous un peu plus. Bon. Sans perdre cette créativité que l'on trouve dans l'art en général, l'art adolescent, enfin bon, c'est une réalité, quoi. Il y a une vraie compétence chez les adolescents pour trouver des chemins qui sont des chemins nouveaux, qui correspondent à cette nécessité de se réinventer. Voilà, c'est une réinvention de soi. Alors, la transmission, qui est donc le troisième temps de ce triptyque, ça correspond assez bien, je trouve, à ce que moi j'appelle la sortie de l'adolescence, c'est-à-dire à l'identification à la fonction parentale. C'est-à-dire après avoir été traumatisé par la puberté, avoir été chamboulé, disons, par ce qui arrive au moment de la puberté, après ce temps de déconstruction, reconstruction, de création de soi, création de soi, c'est-à-dire qu'on reste dans un registre très narcissique, eh bien, il y a un autre temps qui est celui de la transmission, c'est-à-dire qu'on donne aux autres ce qu'on a reçu ou ce qu'on n'a pas reçu. Mais on donne aux autres, c'est-à-dire qu'il y a l'introduction là de la dimension de l'autre, de l'altérité à nouveau qui intervient, mais cette fois-ci, c'est l'adolescent devenant adulte qui est en capacité de donner. Cette identification à la fonction parentale, c'est pour moi le signe qu'on est sorti de ce registre égotique, de ce registre narcissique dans lequel se trouve l'adolescent, pour aller vers l'autre, vers la culture, de transmettre la vie, évidemment, aussi, hein, mais transmettre un projet, créer un projet, hein, et puis surtout aimer. Aimer, je pense que l'adolescence, c'est aussi une expérience de l'amour qui est extraordinaire. Rencontrer l'autre, rencontrer un autre peut-être qu'on identifie, mais enfin il y a toujours de l'idéalisation dans l'amour, sinon il n'y en aurait jamais. Il faut bien que ça se cristallise un petit peu, que ça brille, que l'objet d'amour brille, parce que sinon il ne serait pas attirant.
Mais cette capacité d'aimer l'autre, d'aller vers l'autre, c'est-à-dire de se défaire de cet investissement narcissique, ben c'est ça la solution de l'amour quand même. Et c'est ça la solution de la sortie de l'adolescence. C'est-à-dire, on ne peut pas être à soi seul son propre monde. On est vite pauvre si on est son monde. Alors que d'aller vers l'autre, de rencontrer l'autre, de trouver dans l'autre des qualités qu'on n'a pas soi-même, même si ce n'est pas toujours vrai, eh bien c'est ça qui permet de grandir, de s'enrichir et de se développer. Et de dépasser les barrières de ce monde replié sur soi qui est un peu quand même celui de l'adolescence. C'est une nécessité parce que le narcissisme est attaqué pendant l'adolescence, donc il faut bien se protéger pour le défendre, mais au risque de se couper du monde. Alors que dans la sortie de l'adolescence, au contraire, on embrasse le monde. On embrasse le monde et on développe des projets qui font plaisir à voir. Alors, toute cette réflexion, on pourrait l'élargir encore un peu plus pour dire qu'au fond, notre vie psychique, elle s'initie dans la violence. Je pense que la violence fait partie de la vie et qu'on n'éradiquera jamais la violence. On peut faire des choses pour l'aménager, pour lutter contre, pour éviter qu'elle soit trop destructrice, oui, mais la violence en tant que telle fait partie de la vie, elle est liée à la vie. L'acte de naître est un acte violent, même si on l'aménage, même si on essaye de prendre en compte de plus en plus, depuis maintenant quand même une quarantaine d'années, la sensibilité de l'enfant, plutôt que de lui mettre le projecteur en plein dans la figure au moment où il naît, de le taper pour qu'il crie, pour que les réflexes arrivent, bon, on s'y prend un peu autrement. Mais quoi qu'on fasse, il y a une certaine forme de violence. On passe d'un monde aquatique à un monde aérien. On passe d'un monde d'apnée à un monde de respiration, et on sait aussi combien c'est un moment difficile, ce passage, justement, qui est source de souffrance. Mais c'est un moment essentiel. Sans ce moment-là, il y a le risque de la mort. Donc, la vie est violence. Donc, on ne va pas l'éradiquer. Et on est, même psychiquement, dans cette forme de violence. Sauf que, on a la chance, enfin la plupart du temps, d'avoir quelqu'un d'autre qui va se soucier de cet environnement violent pour aider le bébé à trouver peu à peu les moyens de faire avec cette violence, de la domestiquer un peu. D'autant que cette violence ne vient pas que de la réalité externe. Elle vient aussi de ce que le bébé éprouve dans son propre corps, hein, de ses petits problèmes de digestion, de ses dents qui poussent, etc. Et puis aussi des premières représentations qu'il a de ce qui l'entoure et de ce qu'il vit par rapport à ceux qui l'entourent. Bon, je ne vais pas faire une conférence à la place de Bernard Goltz, puisque vous l'avez déjà eu. Et sûrement beaucoup mieux que ça. Mais ça, c'est un petit exposé rapide pour dire que la violence, elle est là. Elle est là, mais elle est aménagée grâce à la médiation de la mère ou de la fonction maternelle, comme on veut, qui va permettre à l'enfant d'intérioriser un certain nombre de perceptions, un certain nombre d'éprouvés qui va qualifier, qui va nommer, il va avoir des mots pour se représenter un peu ce qui se passe, parce que la mère les lui donne. C'est une interprétation. Alors c'est la violence de l'interprétation, parce que, comme dirait Pierre Rolagnier, parce que effectivement, cette proposition maternelle, on dirait que tu es triste ou que tu as mal, etc., c'est violent parce que ça devance un peu les capacités de l'enfant de mettre lui-même des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Mais c'est une violence nécessaire
parce qu'elle aide le bébé et le jeune enfant à comprendre ce qui lui arrive. Cette capacité à transmettre au bébé des représentations sensées des éprouvés, qui fait partie justement de la fonction maternelle, va beaucoup aider l'adolescent après à justement devenir une bonne mère pour lui, c'est-à-dire être capable de se représenter ce qui est en train de se passer. Mais avant d'en arriver là, il y a beaucoup de mécanismes de défense qui viennent s'interposer entre ces éprouvés et ces représentations des éprouvés. Et des mécanismes de défense les plus forts pendant l'adolescence, c'est la projection. C'est-à-dire que l'adolescent attribue à l'autre ce qui est en lui. Faute de pouvoir contenir ce qui est en lui, surtout si c'est violent, surtout si ça fait mal, eh bien il attribue à l'autre. Et ça lui revient en retour sous la forme d'un sentiment d'être persécuté, une persécution. Ça, c'est un mécanisme très banal, que moi j'ai appelé la paranoïa ordinaire de l'adolescent, qui l'aide à lutter contre des choses qui se passent en lui et qui n'arrivent pas du tout à maîtriser ou à contenir. Et donc la meilleure façon, qui est une façon très primaire, c'est de se débarrasser de ce qui est ingérable en l'attribuant à l'autre. C'est pas moi, c'est lui, etc. Ça c'est facile, ça marche bien, et ça protège d'avoir du poids, de l'élaboration, de la culpabilité, de la névrotisation de ces conflits internes. Et donc, le fond de notre vie psychique, c'est d'une part donc cette violence qui est inhérente à la vie elle-même, et d'autre part tout ce travail que j'ai décrit de façon diverse et qui est par essence concentré au moment de la latence, tout ce travail de médiation, tout ce travail d'élaboration, de névrotisation, de mise à distance, de secondarisation, qui va permettre à l'enfant de ne pas être victime de ses propres éprouvés, mais qui va lui permettre de les traiter un peu. La latence, c'est le traitement des excitations psychiques et somatiques. Et donc, c'est ça les deux mouvements fondamentaux de la vie psychique. C'est d'un côté la violence de l'effraction pubertaire, tout ce qui va venir et du corps et de la psyché, et qui quelquefois intruse le sujet, ses propres pensées lui font horreur. Nos rêves représentent bien cette violence potentielle de notre vie psychique. Il faut cette distance du rêve pour accepter, ou en tout cas ne pas être en confrontation directe avec des contenus qui sont en nous, qui sont insoutenables. Donc le rêve, c'est cet écran de projection sur lequel on peut raconter une histoire dans laquelle on ne se reconnaît pas. C'est une histoire étrange et étrangère à soi, et il faut l'interprétation pour pouvoir reconnaître ce qui nous appartient dans ce rêve. Et donc tout ce travail d'élaboration, ce travail de latence, donc, constitue le deuxième pôle, le deuxième mouvement qui va aider à la pacification, qui va aider à orienter la violence inhérente à la vie pour la conduire potentiellement vers la créativité. L'humain est aux prises avec une violence qui peut le détruire s'il n'a pas les moyens de l'orienter et de la détourner de la destructivité. Et un des moyens phares pour traiter cette violence et pour éviter qu'elle soit destructrice, eh bien c'est la culture. C'est l'investissement culturel, l'investissement des objets culturels qui va permettre au sujet d'investir toute cette énergie pulsionnelle dans l'apprentissage, dans la découverte du monde des idées, de la réalité des autres univers que le sien,
et ce qui va lui donner aussi, par la suite, les moyens de lutter contre les tendances les plus primaires, disons, auxquelles nous sommes tous soumis. Le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, des choses comme ça, qui témoignent du refus de cette altérité, qui témoignent de la fragilité dans laquelle on se trouve dans ces moments-là pour accepter cette différence. Donc vous voyez que l'autre, l'altérité, c'est vraiment quelque chose qui est central. C'est central au point que, moi je dirais que, au fond, pour devenir sujet, il faut accepter, évidemment, comme le disait Elisabeth tout à l'heure, de se défaire de sa toute-puissance, bien sûr, et il faut accepter que le moi s'altère dans la rencontre avec l'autre. Vous voyez, la rencontre avec l'autre, c'est un coup de canif qui est donné à la toute-puissance infantile du moi. On n'est pas tout-puissant. On ne peut pas être le tout à soi-même et en soi-même. On a besoin de l'autre. L'autre crée aussi ce sentiment du manque, oui, bien sûr. Et c'est ça qui est difficile à gérer quelquefois. Et on trouve des solutions addictives pour éviter d'avoir à souffrir du manque. C'est-à-dire qu'on colle à l'objet pour que jamais il échappe, ou alors on lui met le grappin dessus, on est dans une position d'emprise. Ben oui, enfin il y a tout un tas de registres comme ça. Mais l'autre, c'est ce qui rend vivant le moi et qui lui donne la possibilité de ne pas se replier sur lui dans une position autistique, voire psychotique. La névrose, c'est quand même ça, c'est le bénéfice de la névrose, c'est quand même qu'on est dans le commerce avec l'autre. Alors que dans les pathologies plus limites ou plus franchement du côté de la psychose, c'est toute la difficulté de pouvoir investir la réalité externe et de sacrifier son propre moi. Dans la névrose, on sacrifie la réalité externe quand il y a des conflits pour pouvoir survivre. Dans la psychose, on sacrifie la réalité externe, c'est-à-dire on délire. On préfère délirer plutôt que d'être confronté à quelque chose qui peut blesser le moi. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour conclure, vraiment, moi je dirais que l'investissement de la culture, c'est la marque d'un renoncement à l'auto-érotisme. C'est un peu choc comme formule, un peu lapidaire. Mais la culture, ça nécessite de se défaire un peu de cet auto-érotisme. On accède à quelque chose d'autre. On est élevé dans quelque chose d'autre. On est attiré par autre chose que son propre moi ou son propre corps. La culture, c'est la culture de l'autre. Ça ne peut pas être autrement. C'est en quelque sorte le plaisir du corps, mais qui est sublimé dans la rencontre avec un autre. Voilà, d'où l'importance de bien concevoir un autre lycée, une autre approche de la pédagogie qui tienne compte de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la conflictualisation interne d'un sujet, sur tous ces passages complexes par lesquels il passe pour se développer, et ne pas en rester, je sais que ce n'est pas du tout votre cas, à l'idée que, comme le dit Pierre Legendre, la transmission, c'est pas transvaser, c'est pas offrir un contenu à quelqu'un qui n'aurait pas ce contenu. Donc on le met comme un réservoir, là, comme un récipient. Non, la transmission suppose quelque chose d'autre qui est l'intersubjectivité. C'est-à-dire ça suppose que soi-même on est sujet et qu'on reconnaît l'autre comme sujet. C'est ça le truc. C'est que pour que ça passe, il faut que l'autre soit reconnu comme un sujet. S'il est reconnu comme juste un récipient, un âne, un imbécile, quand il refuse d'apprendre, ben on va droit à l'échec. Parce qu'il faut essayer de comprendre ce qui fait obstacle
à cette passivité nécessaire pour recevoir. Mais ça, c'est le fonctionnement d'un autre sujet. Donc, il n'y a pas de transmission sans intersubjectivité. Voilà, je vous remercie. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Marty, pour cette conférence qui était à la fois spontanée, justement adressée à l'autre. Hein. Je trouve que ça nous parlait beaucoup. J'ai l'impression que, enfin je l'espère, que chacun a pu se retrouver dans ce que Monsieur Marty nous disait. Et aborder donc des questions qui concernent aussi bien les cliniciens que les enseignants. Et je pense que vous êtes certainement une majorité d'enseignants. Et pour la clarté de tout ce qui a été dit. Et voilà. Donc peut-être passer directement aux questions. On essaie de voir. Moi, j'ai mes propres questions, bien entendu, mais alors, qui va se lancer à poser une question? Non. Oui. Alors, écouter l'adolescent comme un assaillant qui se sent assailli, on aurait presque envie de faire un lycée pour les adultes qui auraient tout réglé de leur conflictualité interne. Non, j'aurais cette question-là, comment supporter, comment résister en tant qu'adulte attaqué, régulièrement attaqué. En tout cas, touché sur ce point-là de cette question de l'adolescence. Et j'ai une phrase qui me revient de Florent aussi, quand on avait évoqué effectivement ce cycle de l'infantile en soi, comment supporter l'adolescent aussi en soi. Voilà, à contrario. Voilà. Voilà, juste comment aider la future équipe à résister à ça, mais peut-être aussi à résister à ses propres éprouvés ou ses propres conflictualités également. Voilà, ma question. Il faudrait une autre conférence, mais c'est effectivement une des questions clés. C'est-à-dire comment faire avec cette destructivité souvent adressée, comment ne pas y contre-réagir. C'est-à-dire, on pourrait, pour s'aider dans ces situations difficiles, on pourrait imaginer que la violence qui peut sortir, ou l'agressivité, pour rester tranquille, l'agressivité qui peut sortir d'une relation avec un adolescent, y compris dans une situation d'apprentissage, eh bien, on pourrait imaginer que cette agressivité est l'expression de son monde interne. C'est-à-dire qu'il nous donne de ses nouvelles à son insu. Et donc, notre travail, ça consisterait à essayer d'entendre ce qui se dit, que lui n'entend pas, évidemment, parce qu'il nous l'adresse et il nous reproche des choses, ou simplement il nous envoie balader. Et le travail de l'adulte, là, ça serait de pouvoir contenir cette agressivité sans y contre-réagir, pour pouvoir entendre ce qui s'y dit, ce que l'adolescent dit de lui et qu'il n'entend pas. Alors il ne s'agit sûrement pas d'interpréter, parce que l'interprétation est vécue alors là de façon radicalement... Je pense à la communication non violente, ces techniques comme ça de renvoyer à l'autre sa propre agressivité, ça fait flamber tout le monde. C'est ça, ça fait flamber tout le monde, oui, c'est ça. Mais peut-être simplement de tolérer cette forme, cette expression, cette modalité d'expression qu'est l'agressivité, pour pouvoir entendre ce qu'elle contient de détresse, en fait. Parce que ma théorie de la violence, c'est ça, la violence, c'est l'expression d'une détresse. Alors, ça excuse rien, hein, je ne suis pas pour l'expression violente, c'est pas ça. Mais la violence traduit l'incapacité, en quelque sorte, du sujet à contenir ses propres émois, ses propres affects, ses propres éprouvés, et il n'a d'autre solution que de l'adresser à l'autre.
Et donc c'est une forme de détresse. La violence est une détresse. Et c'est souvent vécu comme la légitimité d'une réponse à une attaque supposée venant de l'autre. C'est-à-dire que la violence ne vient jamais du sujet, elle vient toujours de l'objet. Voilà. Donc il faut essayer de faire avec ça, quoi. Alors dans les institutions de soins en particulier, on peut travailler avec ce registre-là et essayer d'accueillir ce qui est projeté sur les murs de l'institution, ce qui est projeté sur les enseignants ou sur les soignants, comme des messages qui sont adressés au monde externe, émanant de cet adolescent en détresse. Voilà. Mais pour ça, ça suppose de ne pas être pris dans la position miroir, en quelque sorte, avec l'adolescent, de ne pas être pris dans ses propres faisceaux narcissiques, en disant quoi, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, et tu me respectes. Oui, bien sûr, il faut être respecté, respecter l'autre, bien sûr. Mais là, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est qu'on a quelqu'un qui est en train de se noyer, et comment on fait pour l'aider. C'est pas, même si la forme que ça prend, évidemment, est pas la meilleure, et il y en a sûrement d'autres qui sont bien meilleurs que ça, mais c'est faute de pouvoir faire autrement que ça se traduit par cette violence-là. À vous. C'est plus facile quand on est là de parler. Oh, je suis sûre. Il y a sûrement beaucoup de questions, beaucoup de... Voilà, ou de partage que vous voulez nous faire aussi, peut-être. Sur la latence, moi je pensais à des choses un petit peu sur la latence. Vous avez entendu M. Marty qui a parlé à plusieurs reprises de la latence. Est-ce que j'ai l'impression que là, il y a des choses à développer parce que je l'entends à la fois comme une référence à la période de la vie qui a précédé l'adolescence et qui doit permettre de poser des bases très constructives, donner des outils, une boîte à outils pour traverser l'adolescence et parvenir à l'identification à la fonction parentale. Et en même temps, j'avais l'impression que par moments, la latence, c'était aussi autre chose, comme une capacité que nous aurions. Est-ce que certains d'entre vous, justement, sur la latence, est-ce que vous vous êtes posé des questions sur la latence en entendant ça? Oui? Non? C'était très clair. C'est trop impressionnant de parler. Oui, voilà. Bonjour. En fait, c'est pas vraiment une question, mais c'est vrai que c'est des réflexions de ce que vous avez pu dire. Moi, je suis psychologue en CMP. Donc, à la fois sur les prises en charge des adolescents, est-ce qu'il peut se dire enseignant, c'est le vécu qui nous traverse, et notamment tout ce que vous avez pu dire sur les éléments de la projection. Mais sur la question de la latence, c'est vrai que ça a fait écho à des questionnements parfois que j'ai sur des enfants notamment qui sont dans une emprise très importante par rapport à des parents qui peuvent être toxiques et dont ils n'arrivent pas du tout à pouvoir prendre la distance. Et du coup, voilà, face à ce travail d'élaboration avec des enfants qui parfois sont empêchés, puisqu'on a l'impression que des fois une séance hebdomadaire est plus suffisante à un environnement auquel ils sont tout le temps pris dedans. Des fois, je me pose même la question, est-ce que c'est nécessaire ce travail actuellement, ou est-ce qu'il ne faudrait pas attendre l'adolescence à un moment donné pour que quelque chose se mette au travail, puisque c'est là où va se jouer aussi peut-être d'autres questions pour cet enfant. Mais là, le propos que vous avez eu, ça me fait dire que finalement, peut-être oui, il y a une utilité à les rencontrer dans ce cadre de la latence, et finalement à soi-même en tant que thérapeute de se dire que voilà, il y a peut-être quelque chose, des petits cailloux à semer et à l'aider aussi à avoir ses bases ou ses petits outils qui peut-être à un moment donné lui seront utiles ou pas, mais en tout cas de pouvoir avoir un temps d'élaboration
Donc voilà, sur la question de la latence, c'était là-dessus. Pour moi, en tout cas, ça fait écho un peu à des questionnements actuels. Vous avez bien compris. Oui. Qu'est-ce que c'est la latence? Bon, il y a la période de latence, bon, de 6 ans, 11, 12 ans, enfin bon, qui est remarquable parce que c'est vraiment un temps où justement l'enfant est confronté à la mise à disposition de son énergie pour autre chose que ce qui précédait. On passe de la curiosité sexuelle, disons, sur les origines, c'est tout le registre de la sexualité infantile, à la curiosité intellectuelle. Entrer dans les codes, apprendre les règles, etc. Bon. Donc sublimer un peu tout ce savoir, en quête de savoir de la petite enfance. Mais pour moi, ça n'est pas que ça la latence. C'est pas qu'une période. C'est un processus. C'est un processus psychique qui est à l'œuvre de la naissance à la mort. C'est-à-dire c'est un processus auquel on a recours quand on est confronté à quelque chose qui est énigmatique, quand on est confronté à quelque chose qu'on ne peut pas traiter sur place, pour différentes raisons. C'est-à-dire on le met de côté, on le met en suspens, et on le reprend plus tard. On le reprend dans les rêves, ou on le reprend en disant « Ah oui, mais zut, ah oui, tiens, j'avais complètement oublié, mais oui, c'est ça ». C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'insight après coup pour des choses qu'on n'avait pas perçues sur le moment même, qu'on n'avait pas compris. C'est cette capacité de mettre à distance, de ne pas s'encombrer de tout ce à quoi on est confronté, qu'on ne peut pas résoudre. Parce que si on fait ça, on sombre dans la dépression, parce qu'on ne peut pas faire face. Mais si on peut mettre un peu à distance, eh bien, il y a des chances que ça puisse se reprendre dans un autre temps. Et la latence, donc si on revient à la période, c'est mettre à distance des énigmes concernant la sexualité auxquelles l'enfant est confronté et auxquelles il ne peut pas répondre. Et c'est pour ça que j'avais développé cette image de l'anamorphose adolescente, en repartant comme ça du tableau des ambassadeurs comment il s'appelle, Holbein le Jeune, merci. C'est la vieillesse. Holbein le Jeune, c'est-à-dire c'est un tableau où on voit des ambassadeurs richement vêtus, impressionnants, ils sont en pied, avec devant eux une table sur laquelle sont disposés des objets de la science de l'époque de la Renaissance, à peu près. Et quand on est en face de ce tableau, on se dit je ne vaux pas grand-chose, hein. Je suis rien. À côté de ça, il y a une espèce de magnificence qui surplombe, hein, qui peut évoquer peut-être ce que l'enfant éprouve quand il est face à des figures parentales un peu écrasantes. Et puis quand on s'en va, qu'on quitte le tableau pour passer à un autre, et si on se retourne, alors là on découvre quelque chose qu'on n'avait pas vu sur le moment même, quand on est en face du tableau, parce que c'est fait pour qu'on ne le voit pas. On ne peut le voir que lorsqu'on l'a dépassé, le tableau. C'est-à-dire lorsqu'on est après, le temps d'après. C'est une tête de mort. Il y a une tête de mort sur la table. Et alors là, le tableau, il prend un sens complètement différent. Vanitas vanitatis. C'est-à-dire, tout est vanité. Ces hommes splendides, en fait, ils sont mortels. On n'a rien à leur envier, nous aussi on est mortels, mais eux aussi ils sont mortels. Ils ne vont pas nous embêter avec leur magnificence là. Ils sont mortels. Donc on se calme. Voilà. Et alors j'ai pris cette métaphore en quelque sorte de l'anamorphose, c'est-à-dire de cette déformation volontaire donnée à un objet pour qu'on ne puisse pas le reconnaître quand on est en face de lui, mais qui se reconstruit par la perspective lorsqu'on est dans un angle favorable. C'est une technique qui était très utilisée, surtout au XVIIIe siècle, pour décorer les frontons des meubles bourgeois ou aristocratiques, où
quand on était en face, on voyait des taches de peinture, même des fois un paysage. Puis quand on partait comme ça, quand on regardait, c'était des scènes coquines. Voilà. Bon. Ben voilà, c'est ça l'anamorphose, c'est une déformation d'un objet par les lois de la perspective. Eh bien, j'ai pris cette métaphore pour rendre compte de ce que peut vivre un enfant. Un enfant qui est confronté à la sexualité des adultes, il n'y voit que du feu. C'est-à-dire qu'il n'a pas les outils pour penser vraiment ce qu'est la sexualité adulte. Et il échafaude des théories, comme nous tous, nous échafaudons des théories pour essayer de rendre compte du réel, et même si on peut penser que les théories, c'est des approximations, c'est même des aveux d'impuissance d'une certaine façon. C'est parce qu'on ne comprend pas qu'on théorise. Vous voyez ce que je fais avec vous. J'essaye de comprendre, donc je théorise, mais en fait c'est approximatif. Eh bien, l'enfant, là, quand il est confronté à la sexualité de l'adulte, il n'y voit que du feu, comme le spectateur face au tableau d'Holbein, quand il ne voit pas ce dont il s'agit dans ce tableau. Et ça n'est qu'après coup, c'est-à-dire ça n'est que lorsqu'il a fait un petit chemin, lorsque la puberté est passée par là, qu'en se retournant sur lui, eh bien, il découvre ce qu'est la sexualité humaine, le rapport entre les êtres, le rapport charnel entre les êtres, et puis la dimension de l'amour. Mais jusque-là, lui, l'enfant ne voyait que la tendresse. Bon. Même s'il n'est pas complètement neuneux, il a bien des idées de ce que c'est la sensualité, mais il n'a pas les moyens de la penser comme l'adolescent le pense et la pense, parce que l'adolescent est confronté à une expérience vécue. C'est-à-dire que l'adolescent vit dans son corps ce que c'est la sexualité humaine, alors que l'enfant, il en a un petit aperçu, mais un aperçu seulement. Ouais. Donc voilà, j'avais pris cet exemple-là de l'anamorphose pour rendre compte de ce cheminement, de ce travail et de cette suspension nécessaire de la quête du sens de ce qu'est la sexualité pour l'enfant, en attendant que la puberté arrive et qu'elle redéclenche tout le processus de connaissance, et en particulier de connaissance de ce qu'est le sexuel. Donc c'est ça aussi la latence. Bonjour, alors je profite de prendre le micro pour... je suis un peu troublée pour vous dire aussi merci parce que je suis psychologue aujourd'hui et c'est sûrement un peu grâce à vous. J'ai été étudiante à la fac l'année où vous étiez dans ce fameux combat avec les cognitivistes, donc je m'en rappelle très bien. Par rapport à tout ce que j'entends, je me dis finalement, est-ce qu'on ne devrait pas envoyer les parents vers les psys plutôt que les enfants quand ils vont pas bien? Parce que finalement, on fait moins d'effractions au niveau de l'adolescent. Et peut-être qu'on aiderait les parents à y comprendre quelque chose. Voilà, c'est ça ma question. Non, mais vous avez raison. L'un n'empêche pas l'autre, effectivement. Mais les parents ont beaucoup besoin d'être soutenus dans des moments comme ça de crise, des moments de crise existentielle. L'adolescence, c'est une grande crise existentielle. Parce que l'adolescence des adolescents fait revivre l'adolescence des parents. C'est-à-dire le pubertaire de l'adolescent fait revivre le pubertaire des parents. Et c'est dans les moments de conflit, comme ça, de confrontation, qu'on voit parfois des parents se séparer, parce qu'ils sont pris dans le conflit avec les adolescents. Il y a quelque chose d'eux qui revit à travers le conflit de l'adolescent. Et donc, en effet, ces parents-là auraient beaucoup besoin d'être aidés, d'être soutenus, pour profiter de ce que l'adolescent leur fait vivre. Oui, j'exagère pas quand je dis ça, ça pourrait être cynique, hein, mais non, c'est profiter, la crise, les symptômes, les difficultés, c'est des occasions rêvées de reprendre des problèmes qui ont été laissés en suspens. Vous voyez, c'est une latence prolongée, un peu pathologique de difficultés qui ont été rencontrées par les parents et qui revivent à travers la crise de l'adolescent. Les adolescents, c'est des haut-parleurs, quoi. Ils parlent tout fort, quelque chose qui se trame tout bas, aussi du côté des parents. Pas seulement, mais aussi.
Non, on va s'arrêter. J'avais annoncé le programme. Il y a un petit café qui nous attend. De toute manière, François Marty reste à la tribune.